Merci d'être avec nous sur les antennes de la télévision Burkina Info. Bienvenue à l'émission Le Grand Déballage. Tous les dimanches à partir de 20h30, nous sommes ensemble avec un invité tiré sur le volet. Aujourd'hui, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir le ministre de l'Éducation nationale du Burkina Faso, le professeur Stanislas Ouarou. Professeur, bonsoir à vous. Bonsoir, Ismaël Ouedraogo. On a envie de se poser la question de savoir comment va le ministre de l'Éducation nationale du Burkina Faso. Non, il va très bien, parce que sinon, ça ne serait pas bon pour le système éducatif. Vous allez très bien malgré la crise que rencontre le système éducatif burkinabé. Un peu paradoxal quand même, monsieur le ministre. Dire crise, c'est un peu trop dire. Hein. On n'est pas en crise. C'est vrai que le système burkinabé, le système éducatif du Burkina Faso traverse des périodes difficiles liées à la question de la qualité, à la question de l'accès, à la question d'insécurité. Mais ce système, il est fondamental et essentiel pour le développement de notre nation. Et de ce point de vue-là, nous devons faire tous les efforts nécessaires pour que ce système puisse aller mieux. Et c'est ce que nous faisons chaque jour. C'est un peu étonnant de vous entendre dire qu'on n'est pas en crise, monsieur le ministre. Depuis quelques jours, les élèves sont dehors, les enseignants refusent de faire des évaluations. Et vous, ministre, vous dites qu'on n'est pas en crise alors que le système est bloqué? Non, je ne sais pas si les enseignants refusent de faire des évaluations. Vous faites allusion peut-être à... Vous ne savez pas? Non, je ne pense pas que les enseignants refusent de faire des évaluations. Il y a effectivement eu donc un mot d'ordre lancé par la coordination nationale des syndicats de l'éducation, demandant, c'était le 3 décembre lors d'un point de presse, demandant aux enseignants de suspendre les évaluations. Peut-être vous faites allusion à ça, mais je ne pense pas que les enseignants aient décidé de ne pas faire les évaluations. Et donc nous sommes dans nous échangeons, nous avons fait un communiqué pour rappeler aux enseignants, puisque nous sommes dans un état de droit, il est bon que chacun puisse connaître ses droits et ses devoirs, mais que la population aussi comprenne et soit informée donc, de ses droits en matière d'éducation. Et parmi ces droits-là, il y a le droit justement à ce que les enfants puissent être évalués et le droit à ce que les élèves et les parents d'élèves soient informés des évaluations et qu'ils puissent prendre connaissance donc, des notes issues de ces évaluations. Donc c'est pour informer et tout. Donc je ne pense pas que nous soyons en crise. Hein. Nous ne sommes pas en crise. Il y a des difficultés, mais que nous allons travailler à surmonter. Le communiqué dont vous parliez à l'instant... Pour ce qui est des élèves, parce que je n'ai pas fini, pour ce qui est des élèves qu'on voit un peu ça et là dans la rue, bon, c'est devenu un peu quotidien, au mois de décembre et tout, mais pour cette année spécifiquement, ce qui est dommage, c'est que déjà le 5 octobre, donc c'était la journée donc, dédiée à l'enseignant, et à cette journée, donc, les syndicats, les partenaires sociaux ont décidé d'organiser une marche pour transmettre au gouvernement des doléances et souhaiter une diligence dans le traitement de leurs revendications et du protocole d'accord. Les syndicats ont eu à poser quand même un acte salutaire, puisqu'ils ont commencé par vous remettre des doléances sans aller directement donc, dans une quelconque manifestation. Oui, donc il y a eu cela et justement au même moment on a assisté à l'éruption, spécifiquement dans la ville de Ouagadougou, de personnes cagoulées qui se baladaient pour empêcher qu'il y ait cours, etc. Et les quelques-uns qui ont été appréhendés par la police ont dit qu'en fait, on leur a demandé de sortir pour soutenir les enseignants. On leur a demandé. Oui, c'est ce qu'ils ont dit. Ce mot-là, il est impersonnel, vous pouvez nous le dire éventuellement. Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire qui, mais c'est ce qu'ils ont dit. Quand même, peut-être que les non, on leur a demandé de sortir pour soutenir donc des enseignants en lutte, etc. Bon, ce mot-là, vous n'avez pas cherché à définir qui pouvait être derrière justement Non, en tout cas, la police a fait ses investigations et pourra peut-être vous dire à un moment donné ce qui s'est passé. Mais en tout cas, vous pensez éventuellement à un sabotage de la part de certaines personnes du système éducatif? Non, c'est tout à fait possible puisque c'est ce qui est ressorti. Oui. Sinon, il n'y avait pas de raison que ces élèves-là sortent pour empêcher les élèves de suivre des cours. Et puis, après, on a assisté encore là depuis le 29 novembre dernier, donc au moment justement de la marche donc, qui a été organisée par la CCVC et donc la CGTB et certaines OSC. Donc on a assisté à l'irruption aussi de ces personnes et ce mouvement a continué en décembre avec des revendications sur la mort donc, de Flavien Nébier, sur ces aspects-là. Et donc on assiste à ça. C'est assez dommage justement et je pense que c'est un problème très sérieux qui impacte donc la qualité du système éducatif. Et pour ce faire, pour lutter contre ce phénomène-là, je pense qu'il n'appartient pas à l'État seul de le faire, mais il appartient à toute la société, aux parents d'élèves, aux enseignants,
aux enseignants, à la population, de dire non à ce phénomène-là et de demander aux élèves de pouvoir continuer de suivre leurs activités. Et surtout à ceux qui ne souhaitent pas travailler, de laisser les autres travailler, parce qu'on assiste, là on a vu des gens qui se déplacent avec des gourdins, des gens qui essaient de racketter, etc. Ça, c'est pas un comportement digne. Ne joue pas son rôle, parce dans un état normal, des individus ne peuvent pas être cagoulés et puis se promener, empêcher d'autres de travailler alors que l'État ne joue pas. La première fois, en début octobre, quand ce phénomène s'est produit, le gouvernement a fait un communiqué en mettant en garde. Ce communiqué reste de vigueur et au niveau donc des forces de police, là, en tout cas une instruction a été donnée, ils sont en train de faire un travail. Maintenant, c'est des situations assez délicates, hein. Mais il apparaît par endroits aussi qu'il y a des populations qui prennent leurs responsabilités et tout. Donc je pense qu'ensemble, nous devons travailler effectivement à mettre fin à ce phénomène-là, qui est un phénomène dégradant pour le système éducatif. Et donc, c'est vraiment important d'y mettre fin. C'est assez dommage. C'est assez dommage, vous l'avez dit, monsieur le ministre. Alors, je voudrais vous entendre sur un aspect. Est-ce que vous avez été surpris par la conférence de presse et l'allure, la tournure que prend aujourd'hui les événements au niveau du syndicat de l'éducation? Non, non, non. En fait, ce qu'il faut dire, c'est que effectivement, le système éducatif a traversé une crise l'année dernière, d'octobre 2017 à janvier 2018. Et justement, le 27 janvier 2018, un protocole d'accord a été signé. La fumée blanche qui était très attendue. Voilà, qui était très attendue. Oui. Le protocole d'accord a été signé. Il comporte 56 points d'engagement donc du gouvernement que nous travaillons à mettre en œuvre. Et parmi ces points, il y a des points, on va dire, essentiels pour le système éducatif. Le premier point essentiel, c'est le traitement diligent des avancements, surtout ceux de 2016, des reclassements et des bonifications de nom concernant 2016. Le deuxième point important pour eux, c'est que le gouvernement a décidé d'octroyer au personnel du système éducatif une bonification d'échelon pour compter donc de janvier 2018 avec effet constaté à partir de fin septembre 2018. Le troisième point important pour eux, c'est que l'État s'est engagé aussi à améliorer les indemnités de logement, les indemnités spécifiques du personnel, en faisant un traitement en deux phases. Une première tranche pour 2018 et une seconde tranche pour 2019. Et enfin, donc, un statut valorisant. Mettre en œuvre un statut valorisant le personnel éducatif. Voilà. De façon récurrente. Tout à fait. Et donc, ce sont ces 4 points. Ces 4 points semblent fondamentaux, sont importants effectivement. Sinon, parmi ces points, il y a d'autres points. Comme je vous ai dit, il y a 56 points que nous travaillons à mettre en œuvre. Donc, ce travail est en cours. Et justement, lors de la marche du 5 octobre dernier, donc, la partie syndicale a souhaité un traitement diligent donc, du protocole d'accord, parmi lesquels donc, la question du statut valorisant. Oui. Et justement, pour ce qui est de ce point, le gouvernement a mis en place, en fin septembre, une commission, un comité bipartite, composé donc, de façon paritaire de membres représentant le gouvernement et de membres représentant les syndicats. Au départ, nous avions proposé 20 membres, 10 de la partie syndicale et 10 donc, de la partie gouvernementale. Les syndicats ont fait une observation en souhaitant que cela passe à 15 membres par parti, dans la mesure où ils sont 15 dans la coordination. Au niveau du ministère de l'Éducation nationale, tout à fait. Sinon, au niveau du ministère de l'Éducation nationale, nous avons 25 structures syndicales à la date d'aujourd'hui, mais la coordination comporte 15 membres. Ils ont souhaité que tout le monde soit représenté au regard de la nature donc, des débats qui allaient se mener. C'est la question des statuts et tout. Nous avons accédé à cette requête et le 17 octobre, donc du 12, en fait, disons du 12 au 22 octobre dernier, donc le comité s'est réuni, a travaillé sur le projet des statuts et une deuxième phase de rencontre a eu lieu du 12 au 22 novembre. Et justement, le 17 novembre, en fait, cette deuxième vague de négociations, qui devrait en principe aboutir à l'adoption du projet de statut, n'a pas abouti. Et le 17 novembre, la partie gouvernementale a demandé à la partie syndicale, en fait, la suspension pour pouvoir se référer au gouvernement pour les réponses à donner aux différents points. Parce qu'il y avait des points, effectivement, d'accord, des points de blocage et tout. Mais c'était lié au fait que la partie syndicale voulait quitter donc, la table de négociation. Et justement, ils attendaient qu'on revienne. Moi, j'étais en mission avec le président du FASO au Japon, discuter des questions d'éducation. Et nous sommes rentrés le 24. Et le 26, j'ai rencontré le Premier ministre qui a rapidement convoqué un conseil de cabinet gouvernemental pour discuter, statuer. Et ça a eu lieu le mercredi dernier. Ça a eu lieu donc le mercredi passé, où des discussions donc ont eu lieu sur le mercredi, en fait il y a une semaine, il faut dire le mercredi 28.
Donc la rencontre a eu lieu autour du Premier ministre, autour des membres du gouvernement, pour pouvoir statuer sur chacun des points donc, du statut et pouvoir donner des réponses. Ce travail a été fait et à l'issue donc de cette discussion, le gouvernement a instruit donc, un comité gouvernemental à l'effet de rencontrer les syndicats. Mais il faut dire qu'en attendant cela, les syndicats avaient décidé d'organiser un point de presse le 3 décembre et des AG dans les régions immédiatement après. Donc, consacré à des oui, mais ça, ce n'est pas lié. Mais ce point de presse et ces AG ne sont pas liés aux réponses que le gouvernement a données aux syndicats. Donc, on va dire en tant que ministre de l'Éducation aujourd'hui, qu'il y a 30, un dialogue de sourds entre les différentes parties. Pas du tout, pas du tout. En fait, au regard de la situation, on peut avoir l'impression... Si vous discutez tel qu'on vous écoute, tout se passe très bien. Mais comment se fait-il que le 3 décembre, on ait décidé de suspendre les évaluations? Non. En fait, le dialogue n'a jamais été rompu, il n'est pas rompu. Comme je vous dis, en attendant que le gouvernement donne des réponses aux différents points abordés au niveau du projet de statut valorisant, la coordination nationale des syndicats de l'éducation avait déjà arrêté d'organiser un point de presse le 3 décembre. Et à la suite, à la suite de pouvoir donc aller faire des AG, etc. Et justement, le vendredi 30, lorsque nous les avons rencontrés, le vendredi 30, pour leur faire part des réponses du gouvernement, à la fin, la coordination nous a dit, oui, c'est bien noté, on a reçu, conformément donc à notre façon de travailler. Nous allons aller apprécier, nous allons vous revenir. Mais nous avions arrêté donc un certain nombre d'actions qui vont se poursuivre. C'est ce qui nous a été dit. Donc on n'a pas été surpris du point de presse du 3. Maintenant, moi j'ai été effectivement, on peut dire surpris, nous avons été surpris de ce que le 3, on demande aux enseignants de suspendre les évaluations. Sinon le point de presse du 3 avait été arrêté bien avant que le gouvernement ne les rencontre, ainsi que les AG. Pour vous, l'arrêt des évaluations n'avait pas lieu d'être? Oui, mais puisqu'on n'a pas vidé les discussions ne sont pas vidées, le gouvernement a transmis ses réponses aux différents points de revendication de la partie syndicale en lien avec le statut valorisant qui a été discuté. Et comme j'ai dit, la deuxième vague de discussion qui devait se terminer le 22, s'est arrêtée le 17, ce n'est pas allé à bout. Et donc, nous devions apporter des réponses. Le gouvernement, à travers donc, cette rencontre gouvernementale-là, a fait le point et a transmis le vendredi 30 à la partie syndicale les différentes réponses. Et donc, effectivement, on a été un peu surpris de ce que la coordination nationale des syndicats appelle à la suspension des évaluations. Quand on vous écoute, on a l'impression que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, alors que dans le fond, ça fait presque une année que vous êtes engagé et vous n'avez pas respecté tous les engagements que vous avez pris auprès du monde syndical. Vous savez, à ce niveau-là, je vous ai dit, le gouvernement s'est engagé à mettre en œuvre, s'est engagé sur 56 points. Alors, ce que nous avons fait, lorsque moi je suis arrivé donc, à la tête du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, nous avons mis en place, un comité bipartite de suivi de la mise en œuvre des différents points du protocole d'accord. Alors l'objectif de ce comité-là, c'était effectivement de montrer la bonne foi du gouvernement. Et nous nous réunissons une fois par mois. Et la prochaine rencontre d'ailleurs est prévue lundi. La prochaine rencontre est prévue lundi 10 à 17h au ministère de l'Éducation nationale. Entre le gouvernement et les syndicats, oui. Donc c'est pour vous dire que... Personne n'a renoncé à participer à cette rencontre? Non, pas du tout. En tout cas, jusqu'à la date d'aujourd'hui, je n'ai pas été informé de ce que la partie syndicale ait décidé de ne pas participer. On leur a adressé la correspondance, il n'y a pas de problème. On se réunit lundi prochain, lundi 10 à 17h, au ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, pour faire le point de la mise en œuvre des différents points du protocole d'accord. Et à ces rencontres-là, nous faisons le point de la mise en œuvre et nous expliquons les difficultés et les blocages, en essayant donc d'aller de l'avant. Et nous recevons aussi de la partie syndicale, souvent même des appuis. Il est arrivé, par exemple, dans le cadre donc, du traitement des avancements de 2016, que plus de 6000 agents du MENA n'avaient pas de notes. Parce que pour traiter les avancements de 2016, on a besoin d'avoir, pour un agent donné, les notes de 2015 et les notes de 2014. Il arrive que des agents aient les notes de 2015 et pas celles de 2014, ou inversement, ou les deux à la fois. Et la partie syndicale nous a accompagnés parce qu'elle a diffusé la liste des personnes pour lesquelles on n'avait pas ces éléments-là. Donc nous travaillons, nous essayons de leur faire le point des difficultés, demande d'accélérer sur certains points, on leur explique les difficultés que nous avons et on essaie d'avancer. Et donc cette rencontre aura lieu le 10, oui, à 17h, nous allons échanger sur les différents points du protocole d'accord. Il y a des points qui ont été satisfaits, il y a des points qui sont en cours de satisfaction, il y a des points qui ne sont pas encore mis en œuvre, mais de façon franche et de façon collaborative, nous échangeons ensemble
et nous leur présentons donc la situation. Et à la fin de cela, il appartient à la partie syndicale de communiquer sur ce qui a été fait et aussi au gouvernement de communiquer sur ce qui a été fait. Un mot a été lâché, communiquer. Est-ce que vous avez l'impression que l'information ne descend pas suffisamment au niveau de la base, de la part des responsables syndicaux avec qui vous discutez de façon continue? Non, moi, je n'ai jamais cherché à le voir. Ça, il appartient aux syndicats d'apprécier et de traiter l'information comme elle le souhaite. Mais du côté du gouvernement, il est important que nous puissions donner l'information à toute la population du travail qui est en train d'être fait. Et c'est dans ce sens justement que le vendredi 30 novembre, après avoir rencontré la partie syndicale, le gouvernement a estimé qu'il était bon de porter à la connaissance donc, de la population les efforts qui sont faits en matière de statut valorisant, etc. Et le lundi, nous allons nous rencontrer pour faire le point de la mise en œuvre des points du protocole d'accord à la date de fin novembre. Et puis, mais nous allons communiquer, nous allons donner l'information. Il appartiendra aussi à la partie syndicale de le faire ou de ne pas le faire. Mais ça, c'est vraiment de la responsabilité des syndicats. Avant de revenir, parce qu'au cours de la conférence de presse de la coordination, des points élémentaires ont été soulevés et tous les Burkinabés pourraient être d'accord avec nous que ce n'est souvent pas normal pour un pays comme le Burkina. Avant de revenir sur ces éléments-là, je voudrais vous poser une question, monsieur le ministre, en tant que ministre de l'Éducation nationale du Burkina Faso. Vous avez en face de vous des organisations syndicales qui réclament donc le meilleur système éducatif qui puisse exister pour un pays. Vous-même, vous êtes enseignant à l'origine. Est-ce que vous êtes capable de travailler dans les mêmes conditions que les enseignants qui se retrouvent dans les zones les plus difficiles aujourd'hui? Est-ce que... Quand vous voyez un peu toute la souffrance... Moi, je vais vous dire... Oui. Non, je suis tout à fait sensible à cette souffrance. Oui. J'y vais. Pas plus tard que ce samedi, j'ai été inauguré une école à 3 classes. J'arrive, une école à 3 classes. Non, je suis allé à une école à 3 classes pour remplacer des écoles sous paillotte. Les conditions étaient difficiles, etc. Il y a des conditions difficiles, sécuritaires, etc. Je suis d'accord avec vous, mais je veux vous dire que c'est vrai que je suis un enseignant du supérieur, mais moi, la plupart des étudiants que j'ai encadrés, je les ai encadrés chez moi à la maison. Parce que je n'avais pas de bureau. Mon premier bureau, je l'ai eu en 2013. Je l'ai eu en 2013 à l'université. Je n'avais pas de bureau. Juste un bureau administratif, parce que j'ai été coordinateur de section, directeur, etc. Jamais eu de bureau d'enseignant. Je travaillais à la maison. Je continue toujours de le faire, même à la maison. J'ai travaillé dans ces conditions, des conditions assez difficiles. Donc, c'est pour dire qu'en fait, ça ne doit pas être bloquant. On est tous d'accord qu'il faille améliorer les choses. Tout à fait d'accord qu'il faille améliorer les choses. Mais en attendant, on fait quoi? On attend que les conditions soient optimales pour travailler, ou on fait avec en améliorant au fur et à mesure. Je pense qu'il faut faire avec en améliorant au fur et à mesure. Il y a aujourd'hui des cadres de ce pays, peut-être ministres, je ne sais pas, qui ont étudié dans des écoles sous paillotte, qui ont étudié à l'intérieur. Mais vous ne devez pas être fier de le dire. Pas du tout, je le dis, mais c'est pour dire en fait que ce n'est pas une fatalité. Maintenant, des efforts doivent continuer de se faire. Et comme je vous l'ai dit, effectivement, mais pas plus tard que ce samedi, je suis passé inauguré à Nobéré, donc une école pour remplacer des écoles sous paillotte. C'est un travail qui est fait, le chef de l'État s'est engagé là-dessus, nous y allons. Mais en attendant, on fait quoi? Est-ce qu'on décide qu'on attend que tout soit normalisé avant d'y aller ou pas? Je dis non. Il faut continuer de faire ces efforts-là, tout en améliorant... Au de sa vie, c'est ce que vous voulez dire? Non, mais ce n'est pas parce qu'on enseigne dans une classe sous paillotte qu'on expose sa vie, non. Dans les classes sous paillotte, vous voulez peut-être parler d'insécurité, sinon dans les classes sous paillotte, il y a des difficultés. La première des difficultés, c'est le temps d'enseignement. Le temps d'enseignement parce qu'on est souvent obligé d'attendre la fin des récoltes pour utiliser les intrants qui sont constitués de tiges de mil ou de maïs, pouvoir constituer les sécos et pouvoir donc commencer les cours. Et dès que les premières pluies s'installent, et souvent c'est au mois de mai, dans les zones les plus pluvieuses, où la pluviométrie est précoce, on est obligé d'arrêter parce qu'il n'y a plus de choses. Donc le temps d'enseignement est très réduit pour ces élèves-là et ce n'est pas bon pour la qualité du système. Le deuxième aspect aussi, c'est que les enseignants qui se retrouvent dans ces conditions-là sont par moments démotivés. Donc ce n'est pas bon. Donc nous devons corriger et ça, c'est un travail que nous devons faire. Mais en attendant de le faire, parce que nous avions évalué le nombre de classes sous paillotte et ça, on est en train de les éliminer au fur et à mesure. Le chef d'État s'est engagé à le faire d'ici 2020. En tout cas, nous sommes là-dessus, nous travaillons. Mais en attendant cela, on ne peut pas attendre 5 ans. Parce qu'il y a des enfants qui ont besoin d'aller à l'école. Et donc, pour ce faire-là, moi, je félicite tous ces enseignants qui travaillent dans ces conditions assez difficiles. Je les encourage et je leur demande de faire confiance au gouvernement qui travaille de façon à ce qu'à terme, on puisse se retrouver dans des conditions meilleures. Alors, votre secrétaire général a signé un communiqué. Pour les enseignants, c'est une déclaration de guerre, tout simplement. Ce sont des menaces que... C'est ce qu'ils vous ont dit, les mais enseignants? Vous n'avez pas vu les réactions qui ont fusé Non, moi, je n'ai pas vu. Non, j'ai pas vu. La plupart des enseignants ont dit, pas vu, non? à la guerre comme à la guerre, de la part du gouvernement. Pas du tout. Non, pas du tout. Vous savez, nous sommes dans un état de droit. Non, il faut faire attention. Nous sommes dans un état de droit. Le communiqué qui a été... Non, le communiqué, de mon point de vue, il est important. Il est important parce que nous sommes dans un état de droit. Nous nous sommes battus
pour instaurer la démocratie. Les gens se sont battus en 2014, après l'insurrection et tout, pour que... En 2015 aussi. En 2015 aussi, pour faire échec au coup d'État, etc. Et aujourd'hui, un chef d'État a été élu. Démocratiquement, ça a été salué par tout le monde. Il y a un travail qui est en train d'être fait sur ce plan. Et pour que la démocratie s'installe véritablement, mais il faut respecter les règles de droit. Et les règles d'un État de droit, ce sont les lois à respecter. Il y a la loi d'orientation de l'éducation qui est claire là-dessus. Quand vous lisez le communiqué, nous avons simplement repris la loi d'orientation de l'éducation qui dit que l'évaluation, là, c'est une obligation professionnelle. Et celui qui ne le fait pas, mais va vers, en fait, pose un acte de faute professionnelle grave. Nous avons essayé de rappeler cela. Il est bon que chacun soit informé de ses droits et de ses devoirs, parce qu'il se pourrait que certains n'aient pas l'information. Et en plus de cela, l'évaluation doit se faire, mais doit être communiquée aux élèves et aux parents d'élèves. C'est un droit pour ces personnes-là d'avoir accès à ces informations. C'est tout ce que nous avons dit. Nous n'avons pas dit quoi que ce soit. Nous avons simplement rappelé. Mais il faut, c'est important qui pèse. Oui, mais il y a l'épée de Damoclès qui pèse aussi sur la tête de toutes les personnes. Vous savez, il est important d'informer les gens. Quand vous dites à des personnes d'aller dans telle direction, il faut quand même leur dire voilà ce que ça comporte, etc. C'est important que chacun soit informé et qu'en toute responsabilité, chacun puisse agir pour qu'on ne dise pas demain que on ne savait pas que c'était comme ça, on ne savait pas. Donc on a tout simplement fait que rappeler un certain nombre de règles liées à la loi d'orientation de l'éducation. Et comme j'ai dit, nous sommes en démocratie, c'est un État, nous sommes dans un État de droit et les règles de droit doivent être respectées, donc les lois. Donc nous avons fait juste que rappeler. Maintenant, si certains ont pensé que c'était des méthodes, moi je dirais plutôt que c'est la partie syndicale lors de son point de presse qui a peut-être menacé en demandant aux enseignants de ne plus évaluer. Sinon, nous, quand nous avons fait le point de presse le vendredi, nous avons simplement rappelé les efforts du gouvernement en rapport avec le statut valorisant que nous sommes en train de travailler à mettre en œuvre. Donc, il n'a jamais été question à ce niveau. Vous pouvez regarder encore ces images et ce point de presse du gouvernement-là. Il n'a jamais été question de menacer qui que ce soit, de dire quoi que ce soit. En tant que ministre de l'Éducation, vous avez en face de vous le public burkinabé, les enseignants, près de 110 000. Vous avez le plus gros effectif de la fonction publique aujourd'hui qui nous regarde. Sur Burkina Info, dites-nous, personne ne sera sanctionné suite à ce communiqué-là pour refus d'évaluer, par exemple, des élèves d'une classe, par exemple, au Burkina Faso. Est-ce que vous pouvez être catégorique là-dessus? Non, ça, je ne peux pas le dire. Ah, donc les sanctions sont prévues éventuellement? Non, je vais vous dire clairement, nous sommes dans un état de droit. Il y en a, ceux qui ont grévé, j'arrive, ceux qui ont grévé, ils ont été sanctionnés. On a eu des coupures de salaire ici. Il y a des gens qui ont été, il y a le cas des GSP qui ont été révoqués de la fonction publique, etc. Ah, pour vous, c'est un bel exemple? Non, c'est pour dire que ces différents actes qui ont été posés là ont été posés sur la base d'interprétation de textes, de loi. Nous sommes dans un état de droit, nous sommes en démocratie et les textes doivent s'appliquer. Et quand on vous dit, vous êtes un personnel du système éducatif, on vous dit, voici vos obligations. Un manquement à cette obligation est une faute professionnelle grave. C'est ce qui est dit. Maintenant, quand il y a une faute professionnelle grave, derrière la faute professionnelle grave, dans la loi d'orientation de l'éducation, il y a un certain nombre de corollaires qui apparaissent. Donc, à chacun d'apprécier. Maintenant, je ne vous dirai pas, personne ne sera sanctionné parce qu'il n'évalue pas. Vous devez évaluer. On vous demande d'évaluer. Maintenant, si vous refusez d'évaluer, on vous dit, voilà ce que vous encourez. C'est tout, c'est ce qu'on a dit. Maintenant, est-ce qu'ils ils seront sanctionnés? Je ne vous dirai pas qu'ils ne seront pas sanctionnés. Je ne vous dirai pas qu'ils seront sanctionnés. Ce que je veux simplement dire à la population, mais surtout aux enseignants, c'est de leur dire, les évaluations font partie de leurs obligations et nous leur demandons de faire leur travail. Maintenant, j'arrive. Nous leur demandons de faire leur travail. Pourquoi vous ne voulez pas trancher là-dessus, monsieur le ministre? Trancher sur quoi? Est-ce que ceux-là qui ne vont pas respecter les normes en la matière seront sanctionnés? Écoutez. La question, elle est simple. Écoutez, ce que je peux dire à ce niveau-là, c'est dire simplement que nous ne souhaitons pas arriver là. Nous sommes dans une démarche de discussion avec les partenaires sociaux. Nous n'avons pas rompu le dialogue. Je vous ai dit que le lundi prochain... Le communiqué était inopportun. Pourquoi il était inopportun? Non, c'est un communiqué pour rappeler aux uns et aux autres leurs obligations. Pour rappeler, autant ne pas le faire. Non, c'est important parce qu'il y en a qui ne connaissent pas leurs droits. Maintenant, pour vous revenir à votre question, effectivement, dans un état de droit, vous avez des règles à respecter. Si vous ne respectez pas ces règles-là, mais vous encourez certaines sanctions. Et si vous encourez ces sanctions peuvent être appliquées. Faute professionnelle grave, est-ce qu'on peut en arriver à une révocation de certains enseignants par rapport à cette situation de non-évaluation des élèves? Non, il faut faire attention. Lorsque vous commettez des fautes professionnelles graves, il y a plusieurs niveaux de sanctions. Il y a le blâme,
il y a la suspension et il y a la révocation. C'est plusieurs étapes avec des conseils de discipline. Et comme j'ai dit, le gouvernement est dans une dynamique d'application des textes. Donc chaque fois qu'une situation de faute se présentera, ces différentes étapes-là seront respectées. Ça, c'est clair. Donc vous serez intransigeant là-dessus? Oui, mais on n'a pas le choix. Il faut faire un choix. Ou bien on est en démocratie et on respecte les textes liés à l'état de droit, les lois qui existent, ou on n'est pas en démocratie. C'est tout. Est-ce que vous savez aujourd'hui que si vous sanctionnez certains enseignants pour n'avoir pas fait des évaluations, cela peut davantage approfondir la crise et finalement bloquer le système éducatif? Le communiqué n'a pas dit, vous ne faites pas d'évaluation, on va vous sanctionner. Le communiqué a rappelé un certain nombre de principes liés à la loi d'orientation. Maintenant, ce que je vous dis, le dialogue n'est pas rompu. On n'est pas en crise. Moi, je ne considère pas que la situation aujourd'hui soit une crise. Beaucoup d'enseignants ne seront pas d'accord avec vous. Moi, je considère que nous ne sommes pas encore en crise parce que nous sommes toujours en discussion avec les partenaires sociaux. Nous n'avons pas rompu le dialogue. Et donc, je pense que c'est une situation passagère qui va passer. Et je ne souhaite pas effectivement que nous soyons dans une situation de blocage qui amènera le gouvernement à appliquer ces textes dans toute leur rigueur. Je souhaite que les uns et les autres comprennent que le Burkina Faso traverse une situation difficile d'insécurité qui fait qu'aujourd'hui, il y a des zones où les élèves demandent à aller à l'école mais n'arrivent pas à aller pour des problèmes d'insécurité qui nécessitent donc des investissements aussi bien financiers que humains dans ces zones-là. Et ça nécessite vraiment qu'on puisse continuer les discussions de façon à éviter donc des crises qui vont nous amener à nous éloigner du plus urgent aujourd'hui qui, de mon point de vue, est le problème sécuritaire. Alors, on va revenir là-dessus naturellement tout à l'heure pour faire l'évaluation avec vous parce que vous êtes le ministre de l'Éducation nationale. Je voudrais une dernière question sur encore votre communiqué en question. Vous allez donner une suite favorable, oui ou non? Parce que jusqu'à présent, vous le voyez beaucoup, monsieur le ministre. Parce que quand on vous écoute, vous n'êtes pas tranchant là-dessus. Alors, on voit dans le communiqué que les enseignants disent clairement que le ministre les menace. Quels sont ces enseignants qui ont dit ça? Aucun enseignant ne m'a dit. La coordination des syndicats a appelé ces militants à ne pas évaluer. A appelé ces militants à ne pas évaluer. Au niveau du gouvernement, ça ne passe pas. Au niveau du gouvernement, nous disons que les évaluations font partie des obligations du personnel. Et ça, nous l'avons rappelé. Et ce sont des obligations du personnel. Et c'est un droit des élèves d'avoir accès. Est-ce que vous avez des instructions au-delà du communiqué à tous vos représentants au niveau des différentes régions pour leur dire nous voulons un état des lieux exact de ceux qui font le boulot et ceux qui ne le font pas? Cela va de soi. Cela va de soi. Ils ont tous été informés de nous faire le point. Même quand il y a des grèves, c'est ce que nous faisons aussi. Quand il y a des grèves, nous demandons de faire l'état de la situation. Et dès que nous avons l'état de la situation, nous apprécions et puis nous appliquons donc conformément au texte ce qui doit se faire. Mais les enseignants qui ont mené la grève pendant 4 mois l'année dernière, d'octobre à janvier, ils ont vu, en tout cas pour tous ceux pour lesquels des informations ont été communiquées, ils ont vu effectivement des retenues sur leur salaire. Ils ont connu, mais ils l'ont accepté. Ça fait partie des règles du jeu. Donc ça ne pose aucun problème. Maintenant, c'est pour éviter d'arriver à ces situations fâcheuses-là que nous avons pensé qu'il était bon qu'un communiqué soit fait pour appeler à tous les enseignants leurs obligations et aussi dire à la population, parce que vous voyez que le côté enseignant, il n'y a pas que le côté enseignant, dire à la population aussi que les élèves que nous formons ont droit à des évaluations. On a l'impression que c'est une guerre de communication où chacun veut tirer la couverture sur lui. Pas du tout. Nous ne cherchons pas à tirer la couverture de notre côté. Nous faisons notre travail. Je vous ai dit, la coordination nationale des syndicats de l'éducation avait décidé, bien avant que nous les rencontrions, d'organiser leur point de presse le 3 et de faire des AG dans les régions, ce qu'ils sont en train de faire actuellement. Et lorsque nous avons rencontré les 30, ils nous ont même dit, oui, ils ont reçu et tout, mais ils ont programmé des activités qui vont se poursuivre. Nous leur avons dit, il n'y a pas de problème. Le gouvernement, de son côté aussi, fait son travail de communication et d'information donc des populations et tout. Donc il a paru important pour le gouvernement de dire aussi aux populations, mais vous avez aussi droit à avoir accès aux notes et à avoir accès aux notes d'évaluation de vos enfants. Vous l'avez dit, respecter les textes, nous sommes en démocratie et tout. Quand un gouvernement qui se dit responsable prend des engagements et qu'il ne le respecte pas, est-ce que vous-même vous n'êtes pas en porte-à-faux avec vos engagements? Quel engagement? On a soulevé un certain nombre de points, je vous les donne. Par exemple, la coordination a parlé d'octroi de bonification d'un échelon à tous les personnels du MENA ou encore la création d'emplois d'administrateurs, d'établissements et des personnels de laboratoires, ce qui n'est pas une réalité aujourd'hui. Ils vous disent clairement que vous n'avez pas tenu parole. Non, ça c'est pas vrai. La question de la création du corps des administrateurs d'établissements et des responsables de laboratoires, ça est dans le statut valorisant. C'est mis dedans. C'est un emploi du MENA que nous avons créé. Et au niveau des administrateurs, nous avons créé 3 emplois. L'emploi d'administrateur des collèges,
Ça, c'est pour ceux qui vont diriger les CEG, les collèges d'enseignement technique et professionnel. L'emploi d'administrateurs des lycées et collèges, ceux qui vont diriger les lycées, professionnels, lycées techniques et autres. Et l'emploi d'administrateurs principaux des lycées et collèges qui vont coordonner l'activité d'administration de ces établissements. Ça a été créé. Et nous avons créé donc l'emploi aussi de techniciens supérieurs de laboratoire, recrutés au bac, formés 2 ans. Je vous dis, ça, c'est des points qui sont inscrits donc dans le projet de statut que vous pouvez regarder. Maintenant, sur la question de la bonification d'échelon, on a expliqué la difficulté réglementaire qui nous empêche de la prendre. Pourquoi vous vous êtes engagé, sachant bien que cela aurait pu engendrer des difficultés plus tard? Mais il y a eu des discussions entre le gouvernement et les syndicats. Mais le gouvernement était obligé de s'engager, par exemple. Non, le gouvernement s'est engagé à le faire. Le gouvernement s'est engagé à le faire. Et dans la mise en œuvre, le gouvernement n'a jamais dit qu'il ne va pas l'appliquer. Dans la mise en œuvre, on a été confronté à cette situation qui est que, dans la loi 091 qui régit la fonction publique d'État, la bonification n'est octroyée que par 2 possibilités. La décoration ou le stage de 18 mois sanctionné donc par un résultat positif, un stage officiel. En dehors de ça, il n'y avait pas de possibilité. Mais la loi permet que dans le cadre de la prise de texte d'application de cette même loi-là, des dispositions transitoires soient prises pour vider des questions spécifiques. Pour nous, une bonification d'échelon, c'est quelque chose de spécifique et de ponctuel. Et donc, dans le projet de statut, si vous regardez le projet de décret portant statut particulier du personnel de l'éducation, il est bien écrit dans les dispositions transitoires qu'ils ont droit à une bonification d'échelon. Si ce statut est adopté, ils auront droit à leur bonification d'échelon sans problème. Donc, le gouvernement n'a pas renoncé à le faire. Ça prend du temps, mais chaque fois que le gouvernement le fait, il le fait avec rappel. Actuellement, les avancements de 2016, tous ceux qui ont bénéficié, la majorité a bénéficié aujourd'hui, mais c'est avec rappel. Le gouvernement n'a pas sauté un seul mois. C'est fait avec rappel. Donc, je ne vois pas où vous dites que le gouvernement ne tient pas ses engagements. Ça peut être retardé, mais le gouvernement met en œuvre. Peut-être sur cette question, vous avez des explications à donner. Comment vous expliquez l'absence, par exemple, l'indisponibilité de kits pédagogiques 2 mois après le début des cours, comme soulevé par la coordination des syndicats de l'éducation? Non, il faut dire à ce niveau, dans le protocole d'accord, le contenu du kit n'avait pas été défini. J'arrive, n'avait pas été défini. Attendez, 2 mois après le cours, on n'a même pas de kit pédagogique. Est-ce que c'est normal? Vous voulez qu'ils travaillent avec quoi, les enseignants? J'arrive. Dans le protocole d'accord a été signé en fin janvier. Mais en octobre 2017, les cours avaient commencé sans kit pédagogique. Non. Ce qu'il faut dire, c'est que le gouvernement s'est engagé effectivement à ce niveau-là à octroyer un kit pédagogique. Le contenu n'a pas été défini. Mais il a été dit dans le protocole d'accord qu'une commission va être mise en place mais c'est ce qui a été dit et nous respectons cela. Nous avons mis en place cette commission pour déterminer le contenu du kit pédagogique. Nous avons mis en place cette commission. Il y a la partie syndicale, il y a les inspecteurs de l'enseignement secondaire du primaire et nos encadreurs pédagogiques dans la commission. Nous avons passé le temps à discuter, mais nous ne nous accordons pas sur le contenu. Des propositions ont été faites. Qu'est-ce que vous reprochez aux propositions faites par les syndicats au niveau du contenu, ce qu'il faut dire au niveau du kit pédagogique, au niveau de la partie gouvernementale, ce que nous avons proposé aux syndicats, c'est qu'on puisse leur donner l'ensemble du kit. Par exemple, si vous prenez un instituteur du primaire, nous lui donnons l'ensemble du kit pour tout le primaire. Ça va comporter les compagnons, ça va comporter les ouvrages, ça va comporter un certain nombre de documents. Ils ont ça pour l'ensemble donc des 6 classes. Ils travaillent avec. Au début, la partie syndicale avait souhaité que ce soit en nature, des montants qui leur soient octroyés. Nous avons dit non à ce niveau. Après, dans le cadre du contenu du kit, il y a des propositions qui ont été faites qui ne sont pas dans notre programme. Nous leur avons dit que les propositions qui ont été faites par les encadreurs pédagogiques du MENA. C'est eux qui encadrent, c'est eux qui ont fait les propositions. Et donc, jusqu'à présent, nous ne sommes pas accordés là-dessus. C'est pour ça que le kit n'a pas été mis à disposition. Sinon, le contenu du kit a été proposé par le gouvernement, par nos encadreurs pédagogiques, et les discussions ont été menées. Deuxième aspect, sur le plan du kit, ils avaient souhaité que ce soit des bons, qu'on puisse leur donner des bons, qu'ils puissent même aller choisir les ouvrages, etc. Là aussi, vous avez refusé. Mais la question des bons, ce n'est pas applicable. Vous donnez des bons à des enseignants qui sont dans des zones rurales. Ils vont aller le retirer dans quelle librairie? Ce n'est pas possible, ce n'est pas faisable techniquement. Et deuxièmement, il est important que ce kit pédagogique-là soit conforme au programme que nous enseignons. C'est pour ça que nous-mêmes, en tant que membres du gouvernement, nous ne sommes pas associés. Nous avons demandé à l'équipe, donc au niveau du ministère constitué d'encadreurs pédagogiques, de faire la proposition de kit.
Donc ces discussions sont en train de se poursuivre. Tant que le contenu du kit ne sera pas déterminé, il n'est pas possible qu'on puisse le mettre à disposition. On fait un faux procès apparemment. Oui, oui, moi je le dis. Et deuxièmement, il y a eu la question, même quand vous révélez la question par exemple d'ordinateur. Tout à fait, parce que la question d'ordinateur, non. Mais le gouvernement n'a jamais dit qu'il va octroyer un ordinateur à chaque enseignant. Ça n'a jamais été dit. Alors, ce qui est dit au cours de la conférence de presse, c'est que la coordination a été claire. Vous avez promis de faire le plaidoyer pour qu'il y ait des réductions sur les tarifs, pour qu'ils puissent payer. Non, sur cette question, donc on se comprend bien. Voilà. À ce niveau-là, si c'est le cas, il n'y a pas de problème. Nous avons mis en place une commission qui devait travailler sur ça, mais cette commission-là, qui devait faciliter... Entre 2018-2019. La commission va finir de travailler quand peut-être ce sera la commission a été, pour la mise en place de la commission, elle doit être composée aussi bien de personnes issues du système financier, donc de la Direction générale des impôts, de la Direction des douanes, etc. Donc cette commission n'est pas totalement constituée. Le représentant de la Direction générale des douanes est connu. Celui de la Direction générale des impôts n'était pas connu. Nous attendons qu'il vienne pour qu'on entame des discussions pour voir quelles sont les facilités qui peuvent être offertes. Donc ce travail va être fait, ce n'est pas un problème. Et dans le cadre du comité bipartite, la commission elle est essentielle. On ne peut pas octroyer ça comme ça. Non, mais nous ne fabriquons pas d'ordinateurs. Ils ont clairement dit que c'était pour réduire les prix sur le marché pour qu'ils puissent en acheter. Mais ce n'est pas nous qui réduisons les prix. Cette discussion-là doit se mener en tenant compte aussi, des réalités de notre pays, en termes de fiscalité et tout. C'est pour ça que dans cette commission-là, dans cette commission, il faut quand même, je suis désolé, mais il faut quand même qu'il y ait des représentants du ministère des Finances. Et ces représentants du ministère des Finances, là, c'est des responsables de la douane et des responsables de la Direction générale des impôts pour évaluer donc, le coût en termes d'impôts à céder, etc. Il y a eu, par exemple, le cas de la réduction, par exemple, du prix des manuels scolaires au niveau du préscolaire. Ça a été demandé. Nous avons travaillé avec eux, nous avons fait des propositions, mais nous avons demandé l'avis du ministère des Finances, qui a regardé et qui a autorisé, parce que ça constitue un manque à gagner sur le plan de la fiscalité et sur le plan des recettes du pays. Donc ça ne se fait pas comme ça. Donc c'est des travaux qui sont en cours. On n'a jamais dit à la partie syndicale, on ne fera pas ceci, on ne fera pas cela. C'est des travaux qui sont en cours. Ils sont membres de la commission. Non, ils sont membres de la commission. Mais sur l'équipe pédagogique, ils sont membres de la commission. On a fait des propositions. Monsieur le ministre, quand un enseignant arrive sur le terrain qui n'a même pas le kit pour travailler, est-ce que c'est sa faute à lui? Quand vous recrutez un enseignant, est-ce que dans le recrutement, je prends un exemple banal, vous êtes un ministre aujourd'hui, est-ce que dans le processus de recrutement d'un enseignant, on lui dit clairement, vous lui dites, même sans matériel de travail, vous allez vous exercer sur le terrain? Non. Il faut que vous mettez le minimum à la disposition des enseignants. Justement, là, vous avez vraiment touché quelque chose d'important. C'est pour cela que nous avons fait la liste du matériel qu'il faut pour un enseignant pour faire des cours. On a fait ça. On a proposé à la partie syndicale. Ils ont souhaité autre chose. Comme je vous ai dit au départ, ils avaient souhaité que ce soit converti en numéraire. On a dit que ce n'est pas possible. Actuellement même, dans le cadre donc, de la conférence sur la rémunération des salaires, on a été clair là-dessus. Je pense qu'une des conclusions, c'est d'éviter de convertir tout ce qui est en fait avantage physique en numéraire. Donc ça, ce n'est pas possible. Maintenant, ils nous ont demandé, ils ont souhaité qu'il y ait des bons pour aller dans des librairies, pour commander, etc. On a dit non, on a fait une liste. Regardons dans cette liste-là ce qu'il faut ajouter pour améliorer davantage. Parce que pour nous, à partir du moment où la liste a été faite par des encadreurs pédagogiques, ce sont eux qui sont en charge des aspects de qualité de l'éducation, des aspects d'encadrement pédagogique et tout. C'est sur cette base qu'on devait y aller. Ils ont souhaité. Nous avons même proposé dans les discussions que, par exemple, ces ouvrages-là, à la fin de l'année, c'est restitué à l'administration et l'année prochaine, les enseignants qui viennent, ils reprennent. Ce qu'on a proposé, on ne s'est pas encore accordé là-dessus. On est toujours en discussion. Dans une dynamique de continuité. Alors, deux cas également qui ont été soulevés. On vous dit clairement que, par exemple, un cas pratique soulevé par les syndicats, sur 476 élèves, une école n'aurait reçu que 101 livres. Comment vous voulez que cette école arrive, par exemple, à dispenser les cours normalement? Non, il faut dire, ça c'est au niveau du primaire. Nous avons effectivement commencé la distribution des manuels scolaires. Vous n'êtes pas en retard? Mais sur la base... Non, on avait commencé beaucoup plus tôt en nous disant qu'on allait finir vers fin octobre. C'est vrai qu'il y a des petits retards, mais... la planification a fait défaut? Non, pas du tout, pas du tout. C'est bon, nous avions planifié. Ce sont des marchés, hein, c'est des marchés publics qui sont livrés, ça a été planifié. Il y a des défaillances de certaines entreprises locales. Mais ça, c'est pas la faute du ministère de l'Éducation nationale. Mais qui a octroyé ces marchés à ces entreprises? Mais ces marchés ont été octroyés par une commission d'attribution des marchés. Du ministère? Du ministère, donc, mais dans laquelle... en est responsable? Non, dans laquelle, oui. Je suis désolé, dans laquelle il y a des représentants d'autres ministères, du ministère des Finances et tout. Il y a des corps de contrôle qui sont... J'arrive. Oui. Non, ils ont présenté effectivement les éléments nécessaires pour être sélectionnés. Il y en a qui ont effectivement répondu
et ont respecté leur délai. Il y en a qui n'ont pas respecté leur délai. Et nous sommes en train de travailler, nous avons fait des mises en demeure, nous sommes en train de travailler là-dessus. Maintenant, ce que nous avons obtenu, nous avons commencé à distribuer. Mais les distributions qui ont été faites sur la base de l'expression des besoins. Parce que ça ne se fait pas au hasard. Ce sont des circonscriptions d'éducation de base qui expriment des besoins au niveau des directions provinciales, qui, elles, donc, les centralisent, et puis la direction régionale les récupère et elle l'envoie à notre niveau. Et on ne devrait pas être dans cette situation aujourd'hui. J'ai demandé au directeur de l'allocation des moyens spécifiques aux structures éducatives de faire des tournées, de faire le point. Parce que les livres doivent être, les fournitures scolaires, les manuels scolaires plutôt, doivent être distribués sur la base des besoins qui avaient été exprimés, parce que c'est sur cette base-là. Maintenant, il y a effectivement des situations où on a deux entreprises sélectionnées parmi l'ensemble de ceux que nous avons sélectionnés qui n'ont pas été à mesure de livrer jusqu'à la date d'aujourd'hui. Nous sommes en train de les poursuivre pour la livraison et dès que ça vient, ça va être livré et ça qui fait déco. C'est ce qui fait que... Vous êtes en train de les poursuivre. Ah oui, nous sommes en train pas de dû être comme ça en principe. Mais oui, nous sommes en train de... Puisqu'il y a des démarches à suivre. Il y a des démarches à suivre lorsqu'une entreprise ne respecte pas des délais. Pourquoi vous ne résiliez pas le contrat avec poursuite judiciaire? On ne résilie pas sur le champ. Il y a des mises en demeure. Il y a un certain nombre de délais, il y a des pénalités qui courent, et puis après on peut résilier effectivement. Maintenant, il faut que ces différents aspects-là soient vidés. Éventuellement contre ces entreprises-là? Non, généralement on résilie le contrat. On résilie le contrat. Et vous promettez par exemple à la population qui nous regarde que ces entreprises défaillantes n'auront plus de marché, en tout cas tant que vous serez ministre de l'Éducation nationale? Non, ce n'est pas moi qui gère la question des marchés, ça c'est au niveau de l'autorité de régulation de la commande publique. Nous communiquons toutes les informations à ce niveau. C'est à elle de décider de blacklister ou de ne pas blacklister. Non, non, non. C'est à elle de décider de blacklister. Moi, je n'attribue pas des marchés à des entreprises. Je ne suis même pas membre de la commission d'attribution des marchés. Je ne souhaite même pas... Mais cela, si ce n'est pas bien fait, ça peut voir travail aussi. Oui, mais justement, à partir du moment où ce n'est pas bien fait, ces entreprises-là, un rapport va être transmis à l'autorité de régulation de la commande publique qui va aviser. C'est elle qui peut décider d'exclure ou de maintenir des entreprises sur la liste des entreprises attributaires de marché et tout. C'est à elle à son niveau. Le ministre de l'Éducation nationale ne donne pas de marché. Le ministre de l'Éducation nationale ne participe pas à des commissions d'attribution des marchés. Le ministre de l'Éducation nationale ne blacklist pas des entreprises. Mais il y a des structures de contrôle qui on dit, pour ceux qui connaissent le Burkina et connaissent la manière dont se font les choses, un conseil des ministres au titre du ministère de l'Éducation nationale, tel marché ont été passés. Finalement, on dira que c'est vous, votre ministère, qui a passé le marché. Vous allez expliquer, vous allez beau expliquer, les populations ne comprendront. Je ne parle pas du ministère. Je dis le ministre ne participe pas à la commande. Le ministre ne blacklist pas. Mais qui dirige le ministère? Oui, c'est bien, c'est le ministre de l'Éducation qui dirige le ministère. Il fait un rapport. Il y a des structures habilitées à sanctionner. Et ça va être transmis à ces structures-là. Ça ne peut pas aussi facilement se dédouaner, ça vous le savez. Non, moi je ne me dédouane pas. Si je ne fais pas mon travail, si je couvre ces entreprises, en ce moment je suis responsable. Mais si je dis que cette entreprise-là a été défaillante, on résilie le contrat. Et quand on résilie le contrat, on adresse une correspondance. Le ministre de l'Éducation, effectivement, qui est l'ordonnateur du budget, il adresse une correspondance à l'entreprise avec ampliation au ministre de l'Économie et des Finances, à l'autorité de régulation de la commande publique et aussi à l'autorité supérieure du contrôle de l'État et de lutte contre la corruption. Ce sont des structures habilitées à prendre après ces décisions-là. C'est ce que j'ai dit. Donc moi, je ne gère pas les questions de blacklister, de retirer ou d'attribuer. Mais effectivement, dès que c'est fait, et puis dans la commission d'attribution des marchés, il n'y a pas que le MENA, comme je vous ai dit, il y a des représentants du ministère de l'Économie et des Finances, il y a des représentants de structures de contrôle qui participent à l'attribution des marchés. Alors, un autre aspect soulevé, c'est la question des cantines scolaires. On a parlé par exemple d'un enseignant ou d'un directeur qui a reçu 2 à 3 sacs de riz sans huile. Est-ce que vous êtes au courant des imperfections sur le terrain, au niveau de la distribution des vivres? Tout à fait, oui, oui. Mais il faut dire à ce niveau que depuis quelques années, le gouvernement, dans le cadre de la communalisation intégrale, a décidé du transfert des ressources aux communes. Et pour les cantines scolaires, justement, du primaire, là, tout est transféré aux communes. Nous transférons 18 milliards environ aux communes pour la gestion de ces cantines-là. Et ce sont les communes qui passent les marchés, qui le gèrent. Ce que nous avons gardé au ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, c'est le contrôle de la qualité et de la quantité. Donc nous recrutons des experts qui s'assurent de la quantité, conformément donc à la commande qui a été passée, et de la qualité aussi, avant donc la distribution dans les écoles. Donc c'est ce que nous gérons. Effectivement, nous avons été saisis de plusieurs situations par justement ces experts-là, mais aussi à travers donc des personnes anonymes. Et c'est pour cela que nous avons demandé à l'autorité supérieure du contrôle de l'État et de lutte contre la corruption de faire un audit des cantines scolaires à tous les niveaux. Un audit du MENA
un audit même du ministère des Finances aussi, Finance, oui. un audit des communes, etc., des écoles, mais pour que nous puissions améliorer le processus et puis sanctionner effectivement des situations graves. Et donc l'autorité supérieure du contrôle de taille de lutte contre la corruption nous a répondu en disant qu'en début septembre, ils allaient commencer les travaux. Nous attendons les conclusions de cet audit-là pour aviser, sinon ces questions sont gérées au niveau des communes. Alors on a entendu peut-être au niveau des organisations syndicales un certain nombre d'éléments. Je voudrais vous poser la question en tant que ministre de l'Éducation, vous allez nous dire ce que vous en pensez. Le statut valorisant, certains réclament par exemple que les enseignants du primaire, au niveau des inspecteurs en catégorie P, le débat est intervenu, les CPI et les IP en A1 dans le corps des conseillers pédagogiques. D'autres proposent par exemple que les IC sur le terrain soient reversés en A3. Est-ce réaliste pour vous en tant que ministre de l'Éducation nationale? Non, ce que je veux dire, moi ce débat-là, je ne le suis pas et puis il ne m'intéresse pas du tout. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de travailler sur la base de textes. Le protocole d'accord a été clair, il a dit l'adoption d'un statut valorisant conformément à la loi 081. Et sur la base de la loi 081, pour changer de catégorie, il faut soit faire un examen professionnel, soit faire un concours professionnel. On ne peut pas, en dehors de ça, faire donc des changements de catégorie comme ce que vous dites. Et donc ça c'est des choses qui ne peuvent pas passer. Voilà. Donc tout ce que nous essayons d'établir par rapport donc, au statut valorisant doit être en rapport avec la loi 081, au risque de la violer. Soit on la viole, auquel cas ça ne passera pas, parce que le gouvernement n'est pas au-dessus de la loi. Vous avez vu cette année, à 2 reprises, le gouvernement a été... Pas 2 seulement, à 4 reprises. Mais là c'est bien. Moi j'étais à 2. Je prends le cas de la mairie de Saponnet, je vois le cas du concours de la magistrature et tout. Donc il y a eu quand même des situations où effectivement, des décisions que le gouvernement a prises ont été retoquées parce que pas conformes à la loi. Donc, on ne peut pas aller en dehors. Vous dans cette dynamique. Alors, que dites-vous, par exemple, monsieur le ministre, des encadreurs du secondaire en catégorie P alors qu'ils n'ont pas le doctorat? Et ça a été soulevé également par un certain nombre d'enseignants. Ils disent que c'est le fruit de la lutte qu'eux aussi sont en train de mener à leur niveau. Non, ça c'est la loi 081 qui a arrêté ce principe. La loi 081 a été très claire là-dessus. Les conseillers de l'enseignement, conseillers pédagogiques de l'enseignement secondaire sont en catégorie P échelle C et les conseillers pédagogiques et les inspecteurs de l'enseignement supérieur sont en catégorie PB. Et maintenant pour la catégorie PA, justement, ça c'est réservé donc à tous ceux qui sont recrutés sur la base d'un doctorat avec spécialisation. Donc ça c'est la loi 081. Maintenant, ne me sortez pas de cette loi. Moi je discute de la loi 081. Quand les gens disent non, c'est le fruit des luttes, c'est une application de la loi 081. Et le protocole d'accord que nous sommes en train de rédiger aujourd'hui, et disons le statut valorisant que nous sommes en train de travailler à faire adopter, s'appuie sur la 081. Et en dehors de la 0, ce n'est pas possible. Ce qu'on nous demande de faire, par exemple, que tous les instituteurs certifiés qui sont en B1 soient automatiquement reversés. C'est ce que vous avez dit, hein, que des gens souhaitent, que ça fait partie des... Mais ce n'est pas possible. La 081 est claire là-dessus, soit examen professionnel, soit concours professionnel. C'est pour cela que nous avons proposé, dans le cadre du projet de statut valorisant, et dans le cadre des réponses que le gouvernement a données aux syndicats, que, effectivement, tous les instituteurs certifiés par examen professionnel puissent passer à la catégorie A échelle 3. C'est aussi simple que ça. Alors, je voudrais vous entendre maintenant sur la question sécuritaire. Monsieur le ministre, dites-nous combien d'écoles sont fermées aujourd'hui dans le Sahel et dans l'Est du Burkina? Non, nous avons un peu plus de 600 écoles fermées. C'est trop. Oui, c'est trop. Même deux écoles, pour moi, c'est trop. Mais 600 écoles, c'est énorme. Non, même 2 écoles, c'est trop. Il y a un travail qui s'est fait. Vous savez, la situation, elle évolue régulièrement. Et nous suivons la situation de jour en jour. C'est une situation dommage que nous suivons au fur et à mesure. Nous faisons le point au gouvernement. Au niveau du gouvernement, et il y a des initiatives qui sont prises, par exemple au niveau du nord, donc toute la province de l'Urum, donc les cours avaient été suspendus à l'issue donc des sévices qui avaient été infligés à des collègues donc du collège de Toulfé, mais les activités ont repris partout où cela est possible. Les activités ont repris dans certaines zones aussi du Sahel comme du nord. Il y a des reprises. Il y a des situations assez délicates. Je ne souhaite pas rentrer dans les détails et donner des noms au risque d'exposer les collègues qui, malgré le contexte sécuritaire difficile, continuent de travailler, de faire en sorte que les élèves puissent bénéficier d'une éducation donc, de qualité dans notre pays. Donc je ne vais pas rentrer, mais ce que je peux dire, et où je peux rassurer quand même la population, c'est qu'au niveau du gouvernement, il y a un travail qui est en train d'être fait, et nous pensons que très bientôt, on devrait pouvoir revenir à des situations de réouverture de l'essentiel de ces écoles. Maintenant, ça reste sécuritaire. Je ne peux pas rentrer. Non, je ne vais pas rentrer dans les détails. Parce que chaque jour qui passe, quand on va fouetter des enseignants en plein exercice, quel que soit ce que vous avez comme motivation ou propos en tant que ministre, vous n'allez pas demander à d'autres enseignants de repartir dans ces mêmes endroits pour enseigner. Non, même ces enseignants pourront repartir
si effectivement nous faisons le travail de garantir la sécurité. Et c'est ce travail que nous sommes en train de faire. Ce n'est pas une situation aussi facile. Et moi, je suis le ministre de l'Éducation, je ne suis pas le ministre en charge de la sécurité, ni le ministre en charge de la défense. Donc, il y a des aspects de défense. Et j'arrive, il y a des aspects de défense. Non, il y a des aspects... Non, les enseignants ont un répondant, c'est moi, voilà, c'est vrai. C'est vous qui êtes le mais il y a des aspects enseignants. de sécurité, de défense que je connais et que je ne peux pas dévoiler ici. Et puis, il y a des aspects que je n'ai pas, parce que je ne suis pas le ministre en charge de ces questions-là. Mais ce que je peux dire, effectivement, il y a des initiatives qui sont en train d'être prises et qui devraient permettre assez tôt de pouvoir ramener à une situation normale, de façon à nous permettre de pouvoir, dans le cadre des stratégies accélérées, de pouvoir reprendre les cours dans ces zones. Oui, oui. Alors, 600 classes fermées, 600 écoles fermées aujourd'hui, dites-nous combien d'élèves ne vont pas à l'école, selon vos chiffres? Non, vous avez, comme j'ai dit, on a 600 écoles fermées, donc ça peut concerner autour de 400 000 élèves. 400 000 élèves. Oui, 400 000 élèves qui vont être concernés par cette situation. Avec un taux d'alphabétisation est déjà bas, si on a encore tout ce monde qui se retrouve sur le carreau lié à la sécurité, pour un ministre de l'Éducation, vous devez être meurtri peut-être. Non, c'est une situation difficile. C'est une situation difficile pour le gouvernement, c'est une situation difficile pour le ministre de l'Éducation, c'est une situation difficile pour la population, pour les enseignants et tout. Mais c'est une situation qui va passer. C'est une situation sur laquelle nous travaillons. Alors qu'on va de mal en pis. Ça avait commencé au Sahel, ça s'est déporté à l'Est maintenant. Non, je vous dis que actuellement, il y a des initiatives, dans ce sens-là. Oui, il y a des actions qui sont en train d'être prises, que je ne vais pas dévoiler. Je suis malheureusement désolé de le dire, mais qui devraient permettre de ramener la situation à la normale. En attendant, c'est une situation que nous déplorons, mais nous discutons avec les concernés, les enseignants qui sont sur le terrain, avec l'administration et tout, pour que partout où c'est possible, qu'on puisse continuer de faire cours. En attendant que, là où cela n'est pas possible, que la situation sécuritaire soit améliorée de façon à permettre donc, à ces enseignants de pouvoir reprendre. Donc c'est une situation difficile et que nous devons résoudre au plus tôt. Alors les enseignants qui devaient servir dans ces zones, ou ceux qui se débrouillent tant bien que mal pour continuer à servir, vous en tant que ministre, quand ils vous regardent à la télé, qu'est-ce que vous avez comme message à leur endroit? Nous discutons avec tous les enseignants. Vous savez, c'est une situation assez difficile. C'est pour cela que nous avons même cette année décidé d'éviter de faire des affectations par nécessité de service. Il y a un mouvement national où les enseignants demandent pour convenance personnelle de se déplacer et en fonction des critères qui sont établis. Et avec une commission dans laquelle siègent les partenaires sociaux, on arrive à faire des choses assez équitables. Maintenant, à côté de cela, il y avait des situations d'urgence qui amenaient donc à faire des affectations ou par des relations permettre à des gens de pouvoir se déplacer. Nous avons mis fin à ça pour éviter effectivement qu'on dise, bon, tel enseignant qui est dans telle zone, c'est une zone à risque, on l'enlève, mais tel autre, on le ramène. Sur quels critères? Donc ça fait partie donc des décisions fortes qui ont été prises au niveau du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation pour déjà essayer de rassurer les uns et les autres de ce que nous n'allons pas, au regard de cette situation-là, essayer de faire du favoritisme en prenant des gens qu'on connaît, etc., en essayant de les soustraire de cette situation. Maintenant, à ces enseignants, à ce que je dis, le gouvernement est sensible à la question. Le gouvernement, je vais dire, est solidaire des difficultés que ces enseignants la traversent, félicite tous ceux qui arrivent malgré cela à faire cours, mais c'est de les rassurer qu'il y a un travail qui est en train d'être fait pour que très bientôt, nous puissions connaître des jours heureux et que le système éducatif puisse aller de l'avant. C'est une situation très difficile, je l'avoue, mais c'est une situation qui va passer. Ça va passer. En tout cas, nous espérons que cet optimisme sera partagé par tous les Burkinabés. Nous souhaitons tous que le pays soit en paix. Alors, j'aimerais bien vous entendre sur un fait divers qui s'est déroulé à Tenkodogo, publié par le quotidien d'État Sidoya. Une élève qui gifle son enseignante dans une classe. Est-ce qu'en tant que ministre de l'Éducation nationale, vous trouvez que c'est peut-être de trop maintenant finalement l'indiscipline caractérisée dans les lycées et collèges et autres? Non, mais ça c'est... Vous savez, nous avons à notre niveau le Conseil national de la prévention de la violence à l'école, le CNPVE, qui travaille sur ces questions depuis des années. Donc c'est une situation assez difficile, hein, la question de l'incivisme, qu'il faut combattre avec énergie. Il y a eu cette situation-là, il y a le cas des élèves qui se baladent pour sortir des enfants. Ce que je peux dire, c'est que nous devons tout faire pour que cela ne soit pas. Mais chaque fois que ces situations vont se présenter, il y a des instruments juridiques qui sont là. Le Conseil des disciplines doit se saisir. Et puis les sanctions appropriées doivent être portées à la connaissance de ces porte la main sur son enseignant. Pour vous, cet élève-là n'a pas sa place dans une école? En principe, oui. Elle devait être sanctionnée. Mais ça, c'est le Conseil de discipline qui va décider.
Si le conseil de discipline décide que cet élève doit être exclu, elle sera exclue. Si le conseil de discipline juge qu'elle doit être suspendue pour des mois, elle le sera. C'est vraiment au conseil de décider. Je ne vais pas ici donner la sanction. Il appartient au conseil de discipline qui va se tenir. Ce que je peux dire simplement, c'est que c'est une situation que, à mon niveau, je vais suivre attentivement pour que cela aboutisse. Aux pères des familles qui nous regardent, qui s'inquiètent pour l'avenir de leurs enfants parce qu'il n'y a pas cours depuis quelques semaines, vous avez quoi à leur dire? Non, ce que j'avais dit dès le début, c'est une situation assez difficile. Aucun pays ne peut se développer dans l'incivisme, dans l'indiscipline. Ce n'est pas possible. Tous les pays développés aujourd'hui le sont dans la discipline. Et donc, c'est important que nous travaillions tous à cela. Et ce n'est pas le rôle essentiellement de l'État, c'est le rôle des parents d'élèves aussi. C'est le rôle de la population, des OSC, etc. Et donc, c'est de demander aux parents d'élèves qui nous suivent, qui sont inquiets, que nous puissions, la main dans la main, travailler justement à faire en sorte qu'on puisse avoir des mois de décembre dans lesquels donc les cours se déroulent normalement dans notre pays, parce que ce sont des situations assez difficiles qu'on pensait derrière nous. Vous voyez, ce sont des revendications qui sont liées à des préoccupations qui ne sont pas du ressort du MENA, qui ne sont même pas du ressort du gouvernement aujourd'hui, qui sont du ressort de la justice. L'affaire Flavien Déby, l'affaire Norbert Zongo, etc. C'est du ressort de la justice. Aujourd'hui, il y a une indépendance entre l'exécutif et le judiciaire, et donc à partir de ce moment-là, c'est d'interpeller effectivement le judiciaire pour qu'il puisse donc accélérer ces dossiers-là. Mais quand même préserver le système éducatif, parce qu'on a beau tourner, on sera obligé de revenir, discuter, travailler et essayer de faire développer ce pays. Et donc c'est vraiment encourager et demander aux parents d'élèves que nous puissions ensemble travailler à faire en sorte que dans les années à venir, nous puissions connaître donc un système éducatif dans lequel on n'a plus ces genres de scènes qui sont des scènes dégradantes, humiliantes, et qui sont des scènes donc qui sont de nature à tirer le système éducatif vers le bas. On s'arrête là pour aujourd'hui. Merci à vous. Merci. C'était le professeur Stanislas Ouaro, ministre de l'Éducation nationale du Burkina Faso, invité de l'émission Le Grand Déballage. Très bonne suite de programme à tous et à tout. Rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. Bonsoir chez vous.